Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravie de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invitée, journaliste, animatrice de l'émission notamment littéraire, droit d'auteur sur MyCanal, chroniqueuse régulière de l'émission Touche pas à mon poste sur C8. Aujourd'hui, Valérie Benaïm, vous l'avez compris, vient nous voir pour son livre Il n'est pas celui que vous croyez, ces femmes amoureuses de tueurs en série, sorti aux éditions Fayard. L'occasion bien sûr d'échanger longuement. Et puis bien sûr, mon coup de cœur à 16h05, Laurent Conquis pour les violons de l'espoir. L'occasion comme toujours de découvrir nos invités en direct sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Valérie Benaïm. Bonjour Cyrielle. C'est un bonheur, un plaisir de vous recevoir pour la deuxième fois. On se les dit en off et vous voyez, c'était dans mes notes. On s'est vu il y a quasiment 2 ans tout pile. Oui. C'était le 16 février 2022. Quelle mémoire, bravo. J'ai retracé mes notes, j'ai un petit peu triché. C'était pour votre 4e livre sur Jean-Pierre Bacry, Le Bougon gentilhomme. Merci alors d'être mon invité aujourd'hui. On va parler de votre nouvelle actualité. Et on a un petit peu fait évoluer l'émission. Je vais vous demander pour ce faire 3 mots pour vous décrire. Oula. Alors, je crois que la première chose, ce serait joyeuse. La deuxième, empathique. Et la troisième, optimiste. Optimiste. Eh bien, on va voir si ça colle avec vous tout au long de cette émission. Et alors, pour ce faire, toujours le début avec un petit rappel. Valérie Benaïm, on ne refera certainement pas la même émission que la première fois, mais l'occasion de rappeler que vous êtes née un 30 août à Casablanca, au Maroc. Vos parents, Carmen, d'origine espagnole, et puis votre papa, Prosper, étaient tous deux assureurs. Vous avez 4 ans lorsque votre famille va s'installer en France, en région parisienne. Alors, une nouvelle question, un peu différente de la première fois, avec aujourd'hui le recul de la vie. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi? Moi, j'ai eu une enfance bénie des dieux. Elle était choyée, j'ai été aimée, j'ai été portée. Mes parents ont toujours cru en moi, ne m'ont jamais mis de frein à aucun de mes rêves. J'étais capable si je le voulais. Mais en revanche, il y avait une condition. Il fallait que je m'en donne les moyens. C'est ça. Voilà. Et alors, petite, vous avez quel type de passion, quel genre d'envie? Et pour vous donner les moyens, vous allez faire comment? Petite, moi je suis une enfant assez souriante, j'ai beaucoup de camarades, etc. Mais en même temps, je suis très solitaire. Même si je suis très entourée, même si j'ai beaucoup d'amis, j'aime beaucoup me retrouver seule dans ma chambre. Et la compagnie que j'ai depuis toute petite, c'est la compagnie des livres. Ouais. C'est eux qui m'ont accompagnée, qui m'ont portée et qui ont fait la jeune femme que je suis aujourd'hui. Enfin, la jeune femme, la femme. Devenue femme. Voilà. La jeune fille devenue femme. Alors, en effet, vous allez grandir, vous devenez férue de littérature, d'histoire et de langue étrangère. Après un bac, vous sortez diplômée d'une licence d'histoire à 23 ans de l'École supérieure de journalisme de Paris. Est-ce que vous vous souvenez de vos tout débuts? Dans le métier? Ah oui, je m'en souviens très très bien parce que justement, vous évoquiez l'ESJ, l'École supérieure de journalisme, et à l'issue de cette dernière année, certains d'entre nous, on a eu la chance d'obtenir un stage parce qu'on était plutôt bien placés dans les classements. Et en l'occurrence, moi, je pars à Radio France Auxerre. Je quitte Paris, je quitte mes parents. C'est un grand pas pour moi. Et je me retrouve plongée dans la vie d'une rédaction locale où j'apprends tout, en fait. J'apprends mon métier, j'apprends à devenir une jeune femme indépendante aussi. Donc, il y a ces 2 volets. Il y a le volet personnel et professionnel. Et je me retrouve à présenter des flash infos, à être sur le terrain. À l'époque, il n'y avait pas Waze ou autre. On était avec un gros nagra. On avait des cartes routières. Et puis, on nous disait... c'était lourd. Hein. Et c'était très lourd. Ouais. On se dévissait les épaules. Et puis, on nous disait, le lundi matin, tu vas faire une manifestation paysanne. 2 heures après, tu vas te retrouver faire la fête de village. Et puis ensuite, un politique débarque dans le coin parce que c'était Auxerre et c'était une région éminemment politique. Et puis, tu vas couvrir les assises parce que à Sens, il y a les assises de Lyon, donc tu vas les couvrir. Donc, j'apprends le métier par tous les bouts. Et c'est absolument phénoménal. Et je suis exaltée, heureuse. Je vis ma passion, en fait. Là, donc, vous êtes dans le hard news. Oui. On a l'habitude de dire ça comme ça, l'info générale. Oui. Les assises, est-ce que ça aiguise votre goût, justement, pour la polyjustice que l'on va voir avec votre actualité? Oui, enfin, tout me plaît, en fait.
Je crois que par définition, alors évidemment, on a des appétences pour plus ou moins de domaines, mais on est journaliste. Ça veut dire quoi, journaliste? On est un médium entre un événement et puis les gens qui n'y ont pas accès. Et donc, on est curieux pour eux. Et moi, c'est ça, je suis curieuse pour les gens et pour moi, parce que j'ai envie de comprendre, j'ai envie de savoir, alors que ce soit de la politique, que ce soit de la société, que ce soit de la police-justice. Mais voilà, c'est inhérent à moi. Alors, vous allez démarrer à Radio France Auxerre. Ensuite, il va y avoir Fun Radio. Ouais. Donc, vous êtes toujours au bulletin d'info entre 93 et 97. Vous allez travailler aussi dans les matinales d'Arthur, de Coé, Radio J. Vous êtes aussi animatrice de l'émission Éclat de vie sur RTL. Planète Arthur, Fun Radio à nouveau. Et puis, avec Arthur Emmanuel Lévy. Vous êtes ensuite co-animatrice dans une émission sur Chéri FM avec Alexandre Debanne. Et puis, on va gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Ensuite, on va vous voir, bien sûr, dans Les Pieds dans le plat sur Europe 1 où nous nous étions croisés. Mais qu'est-ce que je suis vieille en fait quand je vous écoute. Non, c'est un parcours hyper riche. Et puis honnêtement, je suis un petit peu plus jeune que vous, mais je pourrais en dire autant, donc tout va très bien. Est-ce que vous avez aimé cette période de radio qui est quand même un moment unique? Oui. Ah bah oui, moi la radio ça a été ma première maison. C'est là où j'ai fait mes armes, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai appris le métier. Moi je me destinais d'abord à être journaliste radio, un peu presse écrite mais vraiment radio. C'était ce qui me plaisait parce que à l'époque il n'y avait pas encore les radios filmées, etc. Et je trouvais que on se concentrait sur le verbe, on se concentrait sur ce qu'on avait à raconter, sur l'essentiel. La voix c'est un vecteur incroyable. Donc oui, non, moi la radio c'est ma passion et je dois même avouer que on me pose souvent cette question, est-ce que si je dois choisir entre la radio ou la télé, si je devais faire un sacrifice, parce que ce serait un sacrifice, je crois que je sacrifierais la télé. Parce que la radio, c'est un médium qui est phénoménal, qui nous transporte, je trouve, qui permet énormément. Est-ce que vous aimeriez avoir une émission en radio, Valérie Benaïm? Est-ce qu'on vous l'a proposé ou est-ce que potentiellement c'est quelque chose que vous aimeriez aujourd'hui? Ah oui, oui. Il faudrait que les journées fassent un peu plus de 24 heures, mais j'en serais ravie, oui, bien sûr, j'adorerais ça. S'il y avait un sacrifice et qu'on vous disait, voilà, à la rentrée prochaine, il y a une émission de radio ou TPMP, il faut choisir, qu'est-ce qu'on fait? Ça c'est très très dur. Très très dur parce que vous donnez l'élément TPMP. Et TPMP, c'est pas simplement une émission de télé, c'est aussi le lien qui m'unit à Cyril, avec qui j'ai à la fois un lien de fraternité, de camaraderie, d'histoire télé. Donc c'est compliqué, parce que là, il y a un facteur supplémentaire qui est le facteur humain avec Cyril. On vous a vu dans l'émission Complément d'enquête, consacrée à Cyril Hanouna. Est-ce que vous pensez qu'on lui a vraiment fait un faux procès? Oui, je crois que oui, bien sûr. Alors évidemment, ce genre de documentaire, on sait que c'est pour casser. Oui, c'est un documentaire à charge. Mais j'aurais bien aimé qu'il y ait aussi un petit peu de décharge dedans, à charge et à décharge. Maintenant, moi, j'ai souhaité y participer. Enfin, on me l'a demandé, on m'a proposé. J'ai dit oui. J'ai demandé à Cyril, évidemment, s'il n'y voyait pas d'inconvénient, ce qui n'a pas posé de problème, parce que moi, je vais partout où on me tend un micro et où on me propose de dire ce que j'ai à dire. J'ai pas de repoussoir. Voilà. Moi, je vais partout où on me demande de parler. Alors, puisqu'on parle de procès, j'ai envie qu'on aborde votre actualité. Valérie Benaïm, la transition est toute trouvée. Vous venez de sortir votre 5e ouvrage. Il n'est pas celui que vous croyez. C'est Femmes amoureuses de tueurs en série aux éditions Fayard. La question que tout le monde vous pose, comment est né ce livre? Alors, justement, on évoquait TPMP. J'étais à ma table de travail à la maison qui, en gros, est la table du salon, parce que j'ai phagocyté tout le salon pour travailler. Et j'étais en train de travailler sur TPMP avec la télé allumée parce que j'aime bien, c'est la réminiscence un peu de mes années dans les rédactions. J'aime bien avoir un peu de bruit de fond et tout le temps sur des chaînes d'infos. Et à un moment, dans le journal que je suivais distraitement, on a évoqué l'affaire Lelandais. Et en marge de l'affaire Lelandais, on a évoqué une femme qui venait de surgir, qui avait été arrêtée parce qu'elle avait passé de la drogue et de l'alcool en prison à Nordal-Lelandais, et donc visiblement une femme amoureuse. Et là, j'ai tout arrêté, pour tout vous dire. Vraiment, j'ai arrêté de travailler sur TPMP, et j'ai écouté attentivement, et je me suis dit, mais qui est cette femme ? Est-ce qu'elle le connaissait auparavant ? Est-ce que, auquel cas, ça pourrait éventuellement expliquer cette volonté quand même de garder un lien, voire de transgresser la loi ? Ou est-ce que c'était complètement ex nihilo ? Et puis là, je suis allée chercher un peu les dépêches, ce que racontaient les agences de presse, les confrères et consoeurs. Et puis, j'ai cherché à élargir le champ de vision. Est-ce que c'était juste elle, un épiphénomène, une femme perdue dans la foule ? Ou est-ce qu'il y en avait d'autres ? Et pour d'autres criminels ? Et alors là, ça a été abyssal parce que c'était le début de 2 ans d'enquête.
et on va le voir. La première question que je vais vous poser, qui ressemble un petit peu à la première, mais qui a une nuance, c'est pourquoi cet intérêt pour ce sujet ? C'est une bonne question, et d'ailleurs je vais voir un psychologue, un psychiatre dans le livre, le docteur Zaguri, et en début de rencontre, je lui dis vous pensez que j'ai un problème, docteur? et il me dit non, mais non, vous avez de l'intérêt, peut-être que finalement vous n'êtes pas si éloigné que ces femmes-là. Alors là, pourquoi? Comment ça? Moi, pas si éloigné que ces femmes-là. Et c'est là tout le travail que j'ai entrepris, d'essayer de comprendre en quoi je n'étais pas moi, mère de famille, totalement insérée, jamais eu affaire à la justice, en quoi j'étais pas si éloignée de ces femmes-là. En quoi je leur ressemblais, et en quoi nous, les femmes, nous leur ressemblions. Qu'est-ce qu'elles avaient de commun avec nous, et qu'est-ce qu'elles avaient de dissemblable? Dissemblable, ça semblait assez évident, mais de commun, ça semblait moins évident. Et il me semble que ce qu'on a en commun avec ces femmes amoureuses de criminels, c'est le désir féminin. C'est ce que j'allais vous dire. Je me suis demandé si, pour le coup, il n'y avait pas un désir peut-être un peu plus sordide chez elles. Alors, évidemment que tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Donc, bien sûr que pour certaines, voire même pour toutes, elles sont traversées aussi par ça, par quelque chose d'assez noir, peut-être se danser au bord du précipice et essayer de ne pas y tomber. Mais malgré tout, j'allais dire que pour une Monique Olivier, qui elle voulait et aimait le mal pour le mal, c'est extrêmement rare, ces femmes-là. Mais elle était active. Et elle était active. Elle était complice et active, ce qui est un peu différent de ces femmes. Elle a initié, elle aussi, parce que c'était une première lettre à fournir. Et après, il y a eu cette relation absolument d'une horreur absolue, quoi. Mais donc voilà, donc ces femmes-là, je me suis interrogée et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Pourquoi elles étaient proches de moi? Pourquoi elles étaient dissemblables de moi? Qu'est-ce que c'était que ce désir féminin qui nous traverse toutes? Est-ce qu'on avait toutes en nous ce goût du frisson qui est là forcément? Mais moi, je crois que c'est moins évident que ça, et que là-dessus, il faut rajouter plusieurs couches comme un millefeuille. Il y a le goût du frisson, il y a à des degrés moindres en fonction de votre vie, mais il y a aussi la rédemption, la seconde chance, l'envie de transformer le plomb en or, toutes ces choses-là. Il y a des réponses scientifiques, il y a la vôtre, on va y aller doucement. En tout cas, moi j'ai tenté d'avoir une réponse à votre place, Valérie Benaïm, pour vous avoir observé. Vous avez présenté une émission qui s'appelle Enquête paranormale. Ouais. Et je crois aussi qu'il y a une volonté chez vous de comprendre l'invisible, l'indicible, voire l'incompréhensible. C'est notre métier, je crois. C'est le métier de journaliste, c'est d'essayer de comprendre ce qui nous dépasse, ce qui, malheureusement, on le dit toujours, les journalistes s'occupent des trains qui déraillent, pas des trains qui arrivent à l'heure. Donc c'est ce qui m'intéresse. Et qu'est-ce qui est plus, j'allais dire, méandreux, interrogeant, loin du manichéisme que l'âme humaine. Et vous le dites, ces femmes, même après 14 mois d'enquête, m'obligent encore à m'interroger. Ouais. Elles vous mettent en colère, elles vous interrogent. Parfois, justement, elles vous rendent pleine de tendresse. Pour elles, il y a plusieurs sentiments qui vous traversent. En tout cas, pour ce livre, vous avez réveillé en vous la journaliste, historienne, parce qu'il y a aussi un petit peu de ça, l'enquêtrice aussi, pour une étude presque sociologique, je dirais. Comment vous avez travaillé ? Alors d'abord, je me suis immédiatement dit qu'il fallait que j'écrive le livre à la première personne. Parce que je voulais... Il y a un côté récit. Oui, voilà, exactement. Je voulais prendre le lecteur et la lectrice par la main et lui raconter l'enquête au jour le jour, et qu'il soit ou qu'elle soit traversée par les mêmes émotions que moi. Et qu'elle vive avec moi ces hauts, ces bas, ces moments de colère, d'interrogation, ces portes qui s'ouvrent avec des réponses, mais qui amènent d'autres questions qui elles-mêmes sont sans réponse parfois, ces impasses, voilà. Donc je voulais absolument qu'ils vivent ça avec moi. D'ailleurs, j'ai écrit le livre pendant 14 mois, quasiment au jour le jour. Et en même temps, j'ai souhaité aussi mettre les femmes au cœur du récit. Ce sont elles qu'on entend. Et avant de les rencontrer, j'ai voulu quand même qu'il y ait des fondations. Vous parliez de quelque chose d'assez sociologique. Je voulais, moi en tout cas, pouvoir m'appuyer, avoir des repères et savoir comment les aborder. Et c'est pour ça que d'abord, l'ouverture du livre, c'est la rencontre avec un criminologue, avec des psychiatres, avec des avocats, des gardiens de prison, etc. Parce que je voulais d'abord, moi, avoir une hauteur de vue, une vue d'ensemble, pour pouvoir après mieux me frotter à la réalité du concret.
Alors avant de les rencontrer, vous allez en effet faire ces rencontres avec des spécialistes. Pendant 14 mois, cela va durer. Il y a un travail en amont de recherche où vous constatez d'abord que le phénomène n'est absolument pas récent ni américain. Non. Exactement. Non, c'est un phénomène européen. On peut remonter. Vos auditeurs et auditrices connaissent certainement Landru. Landru, il recevait des centaines et des centaines de demandes en mariage. Et lorsqu'on a coupé la tête de Landru, des femmes venaient avec leur mouchoir, tremper le bout de leur mouchoir blanc dans le sang de Landru parce qu'elles imaginaient que ça leur apporterait la fertilité. Mon Dieu. Donc, voyez ce que je veux dire, c'est quelque chose qui interroge encore une fois. Et ce ne sont pas des hommes qui ont été trempés leur mouchoir, ce sont des femmes. Donc ça interroge sur la femme, le rapport que la femme a à la fois à la violence, à la mort, à la vie, à ces pulsions-là. C'est très intéressant. Et c'est un phénomène typiquement féminin. Typiquement féminin. D'ailleurs, ça porte un nom, c'est l'évristophilie, qui est une paraphilie qui fait que on éprouve du désir, de l'attraction, de l'attirance pour des hommes qui ont commis des crimes, y compris des crimes de sang et sexuels. Et oui, c'est essentiellement féminin. Alors, on n'a pas réellement de sondage. On a, pour tout sondage, des chiffres, qui est celui du courrier envoyé dans les prisons. Et je dirais qu'à 75%, c'est un courrier de femmes amoureuses de criminels. Alors, vous dites que certaines femmes, parfois, se contentent de l'être. D'autres ont besoin d'aller plus loin, parfois même sous l'emprise de l'échange avec ce criminel. Et vous dressez ce que vous appelez le cabinet de curiosité des horreurs. Alors, il y en a beaucoup. Peut-être que je peux en évoquer quelques-uns. Il y a Anders Breivik, le mass murderer norvégien d'extrême droite, qui a tué plus de 77 jeunes gens, blessé 150 autres entre le 22 juillet 2011 et qui reçoit 800 lettres par mois. Oui, non, mais j'avoue que moi, je suis comme vous, je vois votre regard et je vois que les bras vous en tombent. Mais oui, lorsque j'ai commencé à travailler, que j'ai cherché à élargir le phénomène de cette première femme amoureuse de Nordal Lelandais au monde pour voir où se situait ce phénomène, j'ai vu, il y a effectivement Anders Breivik, mais il y a Charles Manson aux États-Unis, mais il y a Luca Magnotta au Canada, etc. Magnotta, on pourrait considérer que c'est une rockstar. Magnotta, c'est une rockstar de l'horreur. C'est assez terrible de dire ça. Il y a des blogs à la gloire de Luca Magnotta. Lucas Forever, parce Lucas qu'il est trop beau pour assassiner. Tu es trop beau pour être un tueur. Tu es trop beau pour être en prison. Et par ailleurs, on peut ajouter une seconde couche d'incompréhension. Luca Magnotta est ouvertement homosexuel. En plus. Donc les femmes savent qu'a priori, il ne devrait y avoir... Il y a une barrière. Pour autant, quand je vous parle de désir féminin qui balaye tout sur le passage et qui se dit que même ça, elles peuvent le transformer. Faire de ce criminel, non seulement un criminel qui rentrerait dans le droit chemin, mais un criminel homosexuel qui deviendrait un homme bien hétérosexuel, ce qui est quand même assez fou. Et par ailleurs, il s'est marié, lui, en prison, avec un codétenu. Et pourtant, ça continue. Ce que vous dites que je trouve incroyable, à la différence de nous en France ou en Europe, aux États-Unis, contrairement à la France, la vie amoureuse des prisonniers est facilitée par des sites de rencontres tout à fait légaux qui mettent en relation des femmes et des détenus, y compris ceux qui croupissent dans le couloir de la mort. Il existe même des applications à télécharger sur leur téléphone. En France, rien de tout cela n'est possible, mais on sait très bien que les téléphones passent, qu'il y a ces échanges. En l'occurrence, on va parler de Nordal Lelandais, puisque pour le coup, lui a bénéficié ce que vous appelez une UVF. Oui, unité de vie familiale. Ouais. Avec cette fameuse jeune femme Elisabeth, dont vous parlez longuement dans ce livre. Oui, lorsque j'ai rencontré Elisabeth, c'était une femme blessée, une femme meurtrie par 3 années de relations amoureuses avec Nordal Lelandais. Elle se retourne sur cette histoire avec beaucoup à la fois d'amertume et d'incompréhension. Elle s'interroge pendant tout le livre sur comment elle a pu glisser, parce qu'elle a tout transgressé, Elisabeth, cette fameuse femme dont j'avais entendu parler devant ma télévision en démarrant l'enquête, et qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour apprivoiser, pour qu'elle accepte de parler. Comment vous l'avez retrouvée ? J'ai remonté. C'est pas à vous que je vais apprendre ça en tant que journaliste. On a une pelote de laine, il faut trouver un petit fil, et puis on déroule le petit fil petit à petit. Et ensuite, on rentre en contact et on essaye de convaincre l'autre du bien fondé de sa démarche. Moi, j'ai essayé de lui faire dire que beaucoup de gens avaient parlé d'elle, qu'on avait évoqué des choses, qu'on avait parlé, qu'on avait une idée d'elle, et que peut-être il était temps qu'elle dise qui elle était, enfin, et que ça vienne de sa voix, et que
on continuerait certainement à la juger, mais qu'au moins ceux qui jugeraient ne pourraient pas dire qu'ils ne la connaissent pas, et que là, au moins on pourra la juger en connaissance de cause. Alors Valérie Benaïm, selon les psychologues, il y a 3 types de femmes amoureuses de criminels, vous les avez évoquées. La femme qui croit au pardon, à la rédemption, c'est ce que vous intitulez le syndrome de l'infirmière. La femme qui souffre de solitude affective, qui a vécu des traumas, des violences physiques, voire sexuelles, et qui voudrait changer son statut de victime pour prendre le contrôle. Et la femme victime d'un trouble pathologique. Mais je pense qu'en ayant rencontré Elisabeth, elle ne correspond pas à ces 3 profils, en tout cas, c'est ce que vous en tirez. Oui. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que, et d'ailleurs, le docteur Lamotte que je rencontre, ou le docteur Zaguri également, me disent, effectivement, si on voulait, on essaierait de faire rentrer les ronds dans les cases, et on dirait, alors voilà, celle-ci, une telle, elle est dans le syndrome de l'infirmière, telle autre, elle serait dans le syndrome de l'avocat, etc. Mais l'âme humaine est tellement plus complexe que ça. Et en fait, elles sont toutes traversées par tout ça en même temps. Mais comme nous ne sommes pas monolithiques, voilà, nous sommes des femmes kaléidoscopes et que par endroit on peut être plus infirmière, mais aussi avocate, mais aussi avoir le goût du frisson, etc. Donc à la fois quand on donne le nom de ces syndromes, on explique un petit peu, on dit des choses, mais on ne dit pas l'essentiel. Est-ce que vous pensez que chez chacune d'entre elles, il y a le vrai syndrome du sauveur? Elles ont envie, elles pensent sauver l'homme qu'elles ont en face d'elles. Je pense que ça, c'est un point commun qui les traverse toutes, évidemment. Dans ce que j'appelais tout à l'heure le désir féminin, il y a de ça, bien sûr. Il y a cette idée que leur désir est tellement fort qu'elles vont le sauver, qu'elles vont transformer le monstre en une personne plus lumineuse. Vous posez alors cette question, sommes-nous toutes des Elisabeth en puissance? C'est une question que vous posez à plusieurs reprises. Vous avez visiblement la réponse, c'est en chacun de nous, mais peut-être c'est un palier que nous ne soulevons pas. Et en fait, il y a plusieurs choses aussi qui entrent en compte et qui interrogent. C'est le premier pas. Certaines d'entre elles, elles ont initié ce premier pas. Et puis pour d'autres, dont je parle également, elles se trouvent confrontées par leur métier, parce qu'elles sont psychologues, parce qu'elles sont avocates, parce qu'elles sont gardiennes de prison, parce qu'elles vont donner des cours en prison, etc. Elles sont confrontées à ces hommes-là. Et là, c'est encore autre chose. Mais il me semble que on pourra peut-être pour les unes et les autres s'arrêter, mais parfois on peut glisser. Valérie Benaïm, vous restez avec nous sur Radio J. On continue à parler de votre livre dans un instant, mais tout de suite c'est le rappel des titres avec Etanit Belaïch sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. C'est une première depuis la seconde guerre du Liban de 2006. Tsahal étend ses opérations anti-Hezbollah au nord et à l'est du pays. Les frappes se poursuivent également dans le sud du Liban où 2 membres du Hezbollah ont été éliminés. Cela fait suite à la destruction d'un drone israélien par le groupe chiite dans la matinée. Une délégation israélienne se rend aujourd'hui à Doha au Qatar pour discuter d'un nouvel accord de libération des otages. Un terrain d'entente aurait été trouvé par les négociateurs le week-end dernier à Paris, d'après le conseiller à la sécurité des États-Unis, Jake Sullivan. Les jeunes orthodoxes israéliens vont-ils bientôt être obligés de rejoindre l'armée? C'est la question qu'examine aujourd'hui la Cour suprême israélienne après l'expiration de la loi qui permettait aux étudiants de yeshiva d'être exemptés de service militaire. Alors que les ministres de l'agriculture des 27 discutent aujourd'hui à Bruxelles de propositions pour assouplir la politique agricole commune, la PAC, des tracteurs paralysent la capitale belge. Soucieux de désamorcer la colère agricole, les États membres ont exigé de la Commission un plan de simplification des règles de la fameuse PAC. Enfin, une vingtaine de chefs d'État et de gouvernements essentiellement européens se réunissent ce soir à Paris à l'initiative du président français Emmanuel Macron. Objectif pour eux, réaffirmer leur soutien à l'Ukraine qui vient d'entrer dans sa 3e année de guerre contre la Russie. Et merci
Merci beaucoup Etani Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et c'est la suite de notre émission avec Valérie Benaïm sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. תרימו את הידיים, כי זה שוד, זוכר את התוכנית אבל תגידי לי בסוף. לדבר עם העיניים, לא לדאוג, אסור לכם לשבת, יאללה כולם לעמוד. Radio J. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, 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 רונדלים. Vous écoutez Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec mon invité aujourd'hui jusqu'à 16h30, Valérie Benaïm, pour ce livre qui s'intitule « Il n'est pas celui que vous croyez, ces femmes amoureuses de tueurs en série », sorti aux éditions Fayard. Alors vous vous êtes particulièrement intéressée, Valérie Benaïm, au cas d'Elisabeth, qui a écrit à Nordal Lelandais une première fois, parce qu'au départ, c'est vrai qu'elle le considère comme un loup solitaire. Ça réveille en elle cette empathie pour lui. Exactement. Elle me raconte, alors c'est assez étonnant d'ailleurs, elle me raconte qu'elle est devant le journal de 13h et qu'elle voit la reconstitution, en tout cas le journaliste qui rappelle la reconstitution du meurtre du caporal Noyer. Et elle entend le journaliste évoquer la foule qui hurle à mort, à mort, à mort en parlant de Nordal Lelandais. Et alors vous et moi peut-être, Cyrielle, on serait en train de penser aux parents de ce pauvre caporal Noyer. Elle a une pensée immédiate pour Nordal Lelandais en se disant mais mon Dieu que cet homme doit être seul avec cette foule qui hurle à mort. Et elle repart travailler et le soir en rentrant, elle prend un petit carnet, un petit bloc-notes et elle va écrire quelques mots à Nordal Lelandais. Bonjour, je m'appelle Elisabeth. Si vous souhaitez correspondre avec quelqu'un, eh bien je suis là. Et elle envoie. C'est quand même assez dingue. Et surtout, ce qu'elle me dit derrière, c'est qu'elle me dit « Et puis j'oublie ». Comment peut-on oublier qu'on a envoyé un courrier à Nordal Lelandais? Il se trouve qu'il ne répondra qu'un mois plus tard. Pourquoi un mois après? Parce que le procès n'avait pas encore eu lieu et que le temps qu'on dépiote et que le courrier il passe d'abord par le juge parce qu'il n'avait pas encore été lui-même jugé. Donc c'est le juge qui décidait s'il avait accès à ce courrier-là ou pas. Et donc elle va entretenir une relation épistolaire avec lui avant de finalement le rencontrer. Elle va tomber amoureuse de lui. Il va lui faire croire qu'il n'était pas forcément fautif pour le caporal Noyer. Mais ce qui est très étrange, c'est qu'elle ne cherche pas plus loin. Elle ne cherche pas à comprendre pour la petite Maëlys, par exemple. Oui, elle a envie de mettre ça sous le tapis, en fait. Je crois que c'était trop compliqué pour elle de digérer. De digérer l'idée qu'il soit le meurtrier et qu'il soit un meurtrier, j'allais dire... comment dire ça? Un meurtrier atroce. Et pas un meurtrier raisonnable. En fait, elle aurait rêvé ce qu'il lui raconte. C'est-à-dire que quand il lui dit... Parce qu'ils en parlent très très peu. Ils n'évoquent pas du tout la petite Maëlys. Je pense que c'est trop dur pour elle. Ils évoquent le caporal Noyer et il dit c'est une rixe. C'est une bagarre qui a mal tourné. Et ça, pour elle, elle peut l'entendre. C'est acceptable. Ouais. Et elle peut le mettre à distance. Je l'ai entendu une fois, je le mets sous le tapis et on passe à autre chose. Et par ailleurs... moi, il me semble qu'il y a à ce moment-là pour elle quelque chose de l'ordre de c'est pas mon histoire. D'ailleurs, elle lui dit je ne veux pas que tu m'en parles. Moi, celui qui m'intéresse, c'est Nordal Lelandais maintenant. Ouais. Celui qui est passé à l'acte, c'est pas le même homme. Parce que moi, l'homme que je connais, c'est pas celui-là. Et je ne veux pas le voir d'ailleurs. Est-ce que finalement, ces femmes, elles ne sont pas un peu trop humanistes? Peut-être qu'elles ont, en tout cas, elles ont tout un curseur d'empathie ou de surempathie extrêmement poussée à fond. Elles ont le potard à fond, si j'ose dire. Voilà, et oui, évidemment. Alors, vous allez rencontrer d'autres femmes également, Marie, Sophia, Sandrine. Est-ce qu'il y en a d'autres à part Elisabeth, dont peut-être une, qui vous a marqué de quelque chose particulièrement? Alors, peut-être que Sandrine... m'a vraiment marquée parce que je crois qu'elle aurait pu me ressembler en fait, Sandrine. C'est une femme qui travaille dans les médias, dans le cinéma. C'est une femme qui est une femme de tête, qui est reconnue par ses pairs, qui a une vie de famille, qui a un compagnon dont elle va se séparer, mais une enfant. Bref, tout va bien.
Et puis, elle est abolitionniste. Donc, elle a une cause, une conviction. Et dans le cadre de ce militantisme, elle va envoyer un courrier à des prisonniers condamnés à mort aux États-Unis. Et puis, il va y avoir une lettre qui va transformer sa vie, qui va la bouleverser, la chambouler. Et elle ne dira pas tout de suite ce que cette lettre a provoqué. Elle va attendre 1 an de correspondance et de rencontres avec cet homme-là avant de lui avouer son amour. Il y a une jeune femme sur TPMP qui est venue. Est-ce que c'est l'une d'entre elles ? Alors, elle aurait pu être l'une d'entre elles, puisqu'elle elle est un peu dans le style de Sandrine. C'est-à-dire c'est aux États-Unis. Voilà, amoureuse d'un condamné à mort aux États-Unis. Elle était mariée, elle a 4 enfants. Voilà, une femme, si j'ose dire, et c'est ça qui est assez perturbant. C'est que c'est une femme qui est totalement insérée, qui a une vie de famille, qui a des enfants, qui a un métier, qui sait très bien s'exprimer. Moi, j'avais une image un peu facile et d'épinal quand j'ai commencé cette enquête de femmes peut-être un peu perdues, peut-être pas forcément très cortiquées, qui n'avaient peut-être pas eu accès à une certaine forme d'éducation ou d'enseignement, etc., etc. Et tout ça a volé en éclats parce que oui, il y en a certaines, mais c'est pas la majorité. Dans le cas de Elisabeth, ça va très mal se finir avec Norda Lelandais. Il va y avoir cette phase d'UVF où ils vont passer 24 heures ensemble avec des abus sexuels et elle va voir un autre visage de lui. Est-ce qu'elle regrette toutes ? Est-ce que ça se finit toujours mal ? Ou est-ce que parfois, bien, on a une issue il y a Sophia dans le livre qui a une issue où il est sorti, il a tué un homme, il est sorti après 20 ans de réclusion et il est rentré dans le droit chemin, ils se sont mariés, ça fait 12 ans qu'ils sont ensemble et tout va bien. Alors peut-être que le cas de Sophia est un peu particulier, il était tout jeune homme, c'est pour le coup là une bagarre de voyous qui a mal tourné, parce que la personne en face était également armée, et c'était un comptable d'une boîte de nuit, lui venait récolter de l'argent, et ils se sont tirés un coup de pistolet chacun, et puis malheureusement, un homme est mort. Donc c'est peut-être un petit peu particulier, mais cette histoire-là, par exemple, je sais que certaines femmes qui m'écouteront aujourd'hui et qui sont dans une relation avec un prisonnier, voire un criminel qui a du sang sur les mains, eh bien, elles l'entendront, elles n'entendront que ça, en disant, tu vois, ça marche, tu vois que ça peut fonctionner, tu vois que moi, je vais y arriver comme Sophia a pu y arriver. Elles verront le verre à moitié plein. Exactement. Est-ce que chez la majorité, on ne parlera pas de ce cas isolé qu'est Sophia, parce qu'on sent quand même que c'est une erreur, voilà, et pas d'une récidive d'un criminel qui aime ça. Oui, est-ce qu'elle regrette de l'avoir rendu heureux? Et est-ce que finalement, on peut penser que ces hommes sont heureux? Alors, d'abord, pas toutes ne regrettent. Certaines ne regrettent pas du tout et disent il fallait que je passe par là et c'était ma vie. Et puis, elles n'ont pas eu le sentiment d'avoir vécu un moment d'emprise. D'autres, comme Elisabeth, par exemple, est très amère et surtout très... Elle est dans une forme d'incompréhension de son parcours, en fait. Et elle dit, je regrette et je m'excuse. Elle trimballe une culpabilité, Elisabeth, qui est assez phénoménale. Non pas vis-à-vis de nous, même si, évidemment, elle préférait qu'on l'aime plutôt qu'on la jette aux gémonies, mais vis-à-vis des parents des victimes. Et moi, c'est quelque chose aussi que j'avais, moi, pendant 14 mois, pendant tout le temps où j'ai écrit, je ne cessais de penser aux parents des victimes, qui étaient dans ma main quand j'écrivais, qui étaient dans mes pas quand je les rencontrais, etc. Parce que, et elle dit, moi, j'ai permis à Norda Lelandais d'avoir des moments de rire, de répit, d'amour physique, de se sentir aimé, quand eux étaient condamnés à vie. Norda Lelandais est devenue papa. Est-ce qu'elle vous a dit ce qu'elle ressentait après ça? Dès que l'annonce a été faite par la presse, elle l'a appris par la presse, tout comme moi d'ailleurs, je crois dans les 10 minutes qui ont suivi, elle m'a envoyé un mot pour me dire, et alors, vraiment, je m'en souviens parce que c'était vraiment, ça m'a frappée. Elle m'a immédiatement dit, vous avez vu Valérie, et derrière, il ne cessera donc jamais de semer la désolation autour de lui. Parce qu'elle ne peut pas imaginer un instant que cette histoire, c'est une histoire qui finisse bien, qu'il change, et que cet enfant à venir soit un enfant heureux, en fait. Et donc, elle, dans l'immédiateté, et c'est une des raisons pour lesquelles elle a accepté de témoigner, parce qu'elle disait, moi, je veux prévenir les autres femmes qui pourraient succomber comme moi à Norda Lelandais, que, en fait, il se sert de nous, qu'il ne nous aime pas. Et elle est persuadée que Norda Lelandais et cette femme,
qui est tombée enceinte et qui vient d'avoir un bébé de lui, va subir les mêmes affres, n'est pas aimée, et finalement que cet enfant est l'enfant de cet homme-là, de ce criminel-là, et qu'il en souffrira. Sur TPMP, vous avez fait venir Selim, le fils de Monique Olivier et de Michel Fourniret. À l'époque, c'était quelqu'un de bien. Et je me permets, parce que moi-même, ça m'a frappée. On se rend compte que finalement, il y a ce côté ADN, puisque lui-même, Selim Fourniret, a été interpellé à Nice cet été pour avoir lui-même fait des attouchements sur une jeune femme de 16 ans et tenté de la violer. Est-ce que vous pensez qu'il y a comme ça cet cause à effet? Oui, cet atavisme. Je ne sais pas, je ne l'espère pas. Maintenant, je vais prendre une analogie qui n'a aucun rapport, mais qui permet de vous montrer ma façon de penser, c'est que tous les enfants battus ne deviennent pas des parents qui battent, mais tous les parents qui battent ont été battus. Voilà. Donc, j'ose espérer que, bien évidemment, cet enfant n'aura pas de soucis et qu'il va grandir entouré, aimé, et qu'il sera suffisamment entouré et porté pour ne pas subir cet atavisme-là. On découvre votre livre, Valérie Benaïm, Il n'est pas ce que vous croyez, ces femmes amoureuses de tueurs en série aux éditions Fayard. Et on s'intéresse maintenant à toute la culture que vous aimez ou qui pourrait vous plaire avec Kevin Derblum. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Kevin, vous nous aviez manqué. Merci, vous aussi. Les vacances étaient bonnes? Oui, pluvieuses. Et venteuses, oui. En Bretagne. Voilà, vous êtes un peu mon soleil aujourd'hui. Oh, c'est gentil. Voilà. Alors, dites-nous. Bonjour Cyrielle, donc, et bonjour Valérie Benaïm. Bonjour Kevin. Mais enchanté. Ravi. Merci. Vous êtes aujourd'hui ici donc pour nous parler de votre dernier livre. Il n'est pas celui que vous croyez, ces femmes amoureuses de tueurs en série. Dans cette chronique, nous n'allons pas parler de tueurs en série, mais plutôt d'une kiffeuse en série. Vous, Valérie Benaïm, et de vos goûts artistiques et culturels du moment. Rappelons à nos auditeurs que Kiffeuse en série est le titre d'un de vos livres paru en 2019. Allez, on démarre comme toujours en musique avec une chanson qui figure dans votre playlist. Il s'agit de Love and Tendresse d'Eddie De Pretto. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous reste. Que de l'amour, que de beaux gestes pour essuyer le temps qui blesse. Un peu de love et de tendresse, finalement. Flashback après Cure en 2018 et À tous les bâtards en 2021, l'auteur, compositeur et interprète de 30 ans, Eddie De Pretto, sort son 3e album intitulé Crash Cœur en 2023. Suite à un concert dans une église parisienne en 2021, Eddie De Pretto a été victime de cyberharcèlement. Il a porté plainte et fin 2022, 11 jeunes hommes ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Paris à des peines allant de 3 à 6 mois de prison avec sursis. Le chanteur a été très éprouvé, même un peu effondré durant cette période. C'est pourquoi, dit-il, j'avais besoin de créer un endroit où musicalement je puisse me retrouver et me nourrir de choses qui me manquaient. Cette chanson est sortie naturellement, elle explique tout ce que je n'ai pas réussi à m'offrir ces dernières années. Et là, je tente enfin de m'offrir un peu d'amour et de tendresse. La chanson transmet le message que malgré les défis et les moments de solitude, l'amour et la tendresse sont des éléments essentiels qui apportent du sens et de la beauté à la vie, offrant ainsi un moyen de surmonter les difficultés et de trouver du bonheur. Le 21 février dernier, Eddie De Pretto a dévoilé le clip du morceau Urgence 911 qui figure dans son dernier album, Crash Cœur. L'artiste dépeint les joies et les souffrances de l'amour quand il est confronté au deuil. Le morceau Urgence 911 a été inspiré par les obsèques d'Agnès Lassalle et notamment la réaction de son mari qui a beaucoup ému l'artiste. Pour rappel, l'enseignante a été poignardée à mort dans sa classe par l'un de ses élèves à Saint-Jean-de-Luz le 22 février 2023, donc il y a un peu plus d'un an. Quelques jours plus tard, à son enterrement, son mari Stéphane Voirin a entamé seul une dernière danse devant le cercueil de son épouse sur la chanson Love de Nat King Cole. Eddie De Pretto a entamé sa tournée là à Reims le 23 février, qu'il achèvera le 6 décembre à l'Accor Arena à Paris. Et bien voilà, ça c'est dit. On écoute Urgence 911 pendant que nous sommes en train de parler. Valérie Benaïm, pourquoi vous aimez cet artiste? Parce que je trouve qu'il est d'une sensibilité incroyable.
frappe. D'abord, je ne sais pas si ça ne frappe que moi, mais je trouve qu'il a un timbre à la Nougaro. À chaque fois que je l'entends, ça me frappe. C'est vrai. Nougaro de Créteil. Voilà, c'est ça, exactement. C'est complètement ça, mais c'est vrai, moi je l'écoute en boucle aussi. Et je trouve que il n'a pas besoin de hurler pour qu'on l'entende. Et moi j'aime bien quand on n'a pas besoin de hurler pour dire les choses. Alors on va découvrir toujours en musique une autre artiste que vous aimez tout particulièrement avec une voix un peu plus forte quand même. En effet, il s'agit de la chanteuse Amy Winehouse qui malheureusement fait partie du club des 27, comme vous le savez. En même temps, Amy Winehouse, la maison du vin, littéralement, malheureusement l'a prédestinée peut-être c'est terrible. Oui, désolé. Valérie Benaïm, vous aimez toutes les chansons, avez-vous dit, d'Amy Winehouse, ce qui se comprend bien, mais j'ai dû faire un choix. J'espère que vous avez pris Valerie. Et oui, et pour vous Valérie Benaïm, j'ai bien évidemment choisi de parler de la chanson Valérie, interprétée par Amy Winehouse. Je vous propose d'écouter un extrait d'une très jolie version de Valérie qu'elle a interprétée en live en 2007 pour la BBC à Londres. Stop making a fool out of me. Quelle voix. Oh, why don't you come on over, Valerie? C'est ma préférée. Oui, bah oui. Non, mais vous entendez cette voix qui déchire le cœur? Moi je trouve ça dingue. Quelle perte. C'est une vraie perte. Valérie, alors c'est d'abord l'histoire vraie de Dave Maccabi, chanteur des Zootons, un groupe de rock de Liverpool. La chanson est dédiée à Valérie Starr, la petite amie de Dave rencontrée lors d'une tournée américaine qui devait le rejoindre sur le sol anglais. Sauf que Valérie a des démêlés avec la justice américaine. Elle cumule les infractions et les délits pour conduite en état d'ivresse. Une semaine avant son départ, elle est interpellée et interdite de quitter le territoire américain. L'histoire s'arrêtera là. Et c'est toute la déception et la tristesse de cet amour impossible qui inspire Dave Maccabi une chanson naturellement appelée Valérie, que son groupe The Zootons, intègre dans son répertoire. Mais vous devez vous demander quel est le rapport avec Amy Winehouse. Eh bien, pour les besoins du célèbre album Back to Black, Amy Winehouse a collaboré avec le célèbre DJ et producteur Mark Ronson, qui prépare un album de reprise. Mark Ronson demande à Amy Winehouse d'y participer en choisissant une chanson. Elle se fait un peu prier et puis jusqu'au jour où elle l'appelle pour lui parler de Valérie, ce titre des Zootons qu'elle a entendu à la radio et qu'elle aime fredonner. Donc c'est pas sa chanson en réalité. Non. Mark Ronson. On apprend des choses. Mark Ronson ne connaît pas le morceau et lui promet de l'écouter dès que possible. Sauf que 5 minutes après avoir accroché, Amy Winehouse est déjà en studio, prête à enregistrer et en 1 heure, la reprise est dans la boîte. Et Mark Ronson, oui, évidemment, comme nous, Mark Ronson adore. Si la chanson originale a connu des petits succès, la version d'Amy Winehouse est un véritable carton qui a fait l'unanimité. Petite actualité, le 24 avril prochain sortira Back to Black, réalisé par Sam Taylor Johnson avec Marissa Abela dans le rôle d'Amy Winehouse. Ah, au cinéma ? Tout à fait. Oh là là, quel le bonheur. film Back to Black est un biopic musical de 2 heures 2 minutes, retraçant la vie et la musique d'Amy Winehouse à travers la création de l'un des albums les plus iconiques de notre temps, inspiré par son histoire d'amour passionné et tourmenté avec Blake Fylder Civil. Je pense que vous ne pouviez pas nous faire plus plaisir, Kevin. Amy Winehouse, dont la statue à Londres a été vandalisée, je le rappelle, le 19 février dernier. Son étoile de David a été recouverte d'un drapeau palestinien avec regret. Allez, après la musique, la lecture avec un livre que vous avez lu récemment, Valérie Benaïm. Oui, Cyrielle, nous allons parler de La vie heureuse de David Fuenquinos, que vous connaissez bien, je crois, qui était d'ailleurs présent, il me semble, à la soirée de lancement du livre. Oui, c'est à la fois un auteur que j'adore et par ailleurs un garçon formidable. Que vous avez eu dans droit d'auteur. Que j'ai eu dans droit d'auteur, tout à fait. Voilà. David Fuenquinos est un auteur prolifique puisqu'il publie chaque année ou presque depuis 20 ans. Son dernier roman, La vie heureuse, est sorti en janvier dernier. Alors c'est l'histoire d'Eric qui a une vie assez triste et peu trépidante. En gros, la vie d'Eric, c'est pas l'extase jusqu'au jour où Amélie, une ancienne camarade de classe dont il n'avait pas eu de nouvelles depuis 20 ans, reprend contact avec lui. Amélie est brillante à tout point de vue et lui propose de l'aider. Eric accepte et leur duo fonctionne plutôt bien jusqu'à un voyage en Corée où la vie d'Eric va basculer. Il voit surgir la possibilité de se donner une seconde chance, faire l'expérience de sa propre mort. Eric tombe en Corée sur une boutique qui s'appelle Happy Life, qui s'avère en fait être un centre qui organise de faux enterrements. Et alors figurez-vous que ce phénomène existe réellement en Corée. C'est l'idée de se confronter physiquement à sa mort, à son enterrement, jusqu'à rédiger son épitaphe et être enfermé dans un cercueil.
Approcher sa propre mort en se laissant enfermer dans un cercueil pendant 1 heure peut paraître effroyable. Au contraire, David Fuenquinos s'explique dans une interview avoir été inspiré par des commentaires sur des forums coréens. On y parle beaucoup de renaissance, de seconde vie, de nouvelles chances, de nouvelles visions de choses. Une thérapie choc, comme le dit encore l'auteur, qui lui-même a vécu une expérience de mort à l'âge de 16 ans, une near-death experience. Bon, bah écoutez, s'il faut ça pour renaître, c'est quand même compliqué, mais pourquoi pas. C'est sa vertu thérapeutique. Il semblerait que ce soit un carton là-bas. Oui, effectivement. Bon, eh bien, écoutez. Allez, Kevin Derblum, on termine avec une recommandation de série télé que j'avoue vous avoir soufflé. Oui, il est vrai. Il faut rendre à Cyrielle ce qui lui appartient, et c'est vrai. Valérie Benaïm, j'aurais pu donc parler de la série d'Argent et de sang que vous avez trouvé formidable et qui comptabilise quand même maintenant plus de 25 millions de vues sur MyCanal. Qui est terminé, et oui. dont on a parlé déjà. Exactement, mais voilà, on en a parlé lorsque de la venue dans cette émission d'Alexandre Kominek. On embrasse. Effectivement, toujours. On va donc se pencher sur une autre série, donc l'idée de Cyrielle, qui est une création originale Canal+, la série 66-5. Je vous propose d'écouter un extrait de la bande-annonce de la série et on en parle tout de suite après. Allez. Maître Bauer, je viens voir mon client Fouad Boudali. C'est la première fois que je plaide au tribunal de Bobigny. Elle est là ta place. Je suis pas tirée il y a 15 ans pour revenir taffer ici en fait. C'est l'avocate qu'il nous faut. Tu fais parisienne en même temps, t'es d'ici. T'es pas cramé avec les voyous, mais t'as pas oublié les codes. En plus, t'es une femme. C'est elle qu'il nous faut. C'est moi qui fixe les tarifs. Ici, c'est pas Paris, c'est la jungle. Après la série Engrenage de 2005 à 2020, la scénariste et réalisatrice Anne Landois a signé son retour sur Canal+, avec 66-5, une série sur les rouages de la justice française. Formidable. Oui, alors, effectivement, qui a l'air formidable. Le nom 66-5 a été donné au programme en référence à l'article de loi du 31 décembre 71 qui garantit le secret professionnel de l'avocat. La série met en lumière le parcours de Roxane, jeune avocate dans un cabinet d'affaires des beaux quartiers parisiens, joué par Alice Isaz. Elle y travaille avec Samuel, son mari, des nantis dont le quotidien bascule quand Samuel est accusé de viol par une ancienne stagiaire. Obligée de se mettre en retrait du cabinet, Roxane hésite à retourner dans sa banlieue de Bobigny. Elle finit par refranchir le périph' et passe du droit des affaires au droit pénal. La fiction aussi ainsi entre l'appartement parisien au parquet et aux moulures, au bar d'immeuble de Bobigny, là où elle a grandi. La série 66-5 s'inspire de la vie d'une vraie avocate qui était consultante sur la série Engrenage. Elle est réaliste, d'autant qu'Anne Landois a passé des journées entières au tribunal de Bobigny. Les affaires évoquées dans la série, grand banditisme, stup, affaires de mœurs, sont donc tirées de la réalité. 66-5, une série à la fois judiciaire et de société visible sur MyCanal. Et que je vous recommande, chère Valérie. Merci beaucoup, Kevin Derblum, pour nous avoir fait toujours, comme d'habitude, très bien voyager dans les goûts culturels de notre invité. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Valérie Benaïm, nous allons passer à la suite de cette émission avec une séquence que j'aime particulièrement qui s'intitule l'introspection. 10 questions pour nous aider davantage à vous connaître avec la première. Valérie Benaïm, si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le début, vous changeriez quoi ? Je crois que je changerais rien. Parce qu'il ne faut pas avoir de regrets. Il faut, au contraire, c'est tout ce qui nous construit. Vous connaissez l'adage, tomber 100 fois, se relever 101. Donc non, au contraire, je ne changerais rien, je crois. Quel conseil vous donneriez à un enfant pour réussir sa vie ? Croire en soi. Quel a été votre plus bel âge et pourquoi ? Oh là là. Il y a tellement. En fait, je crois qu'il y a plusieurs âges qui me sont chers. Ma jeunesse, mon enfance, en fait, parce que j'étais une enfant choyée, chérie, heureuse, et que je pourrais retrouver mes grands-parents bien aimés. Mes premiers pas en télé, quand j'ai 25 ans, 26 ans, premiers pas en télé, en radio, où je découvre cet univers qui m'a tant fait rêver, où je me suis tant battue pour y arriver. Et puis après, la naissance de mon fils, bien sûr, où je me réalise en tant que femme. Et puis aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je suis bien. Je suis une femme de 54 ans, bien dans ses pompes. Est-ce qu'il y a une erreur, grande, petite, mais une seule que vous avez résolue ? Je crois. Je crois que, comme je ne comprenais pas, j'étais tellement choyée que je n'imaginais pas que le monde pouvait être aussi difficile, qu'il pouvait y avoir autant d'adversité, parfois de méchanceté ou de mesquinerie. J'ai toujours dit oui, été sympathique, etc.
Je crois que je resterai toujours sympathique, enfin j'espère sympathique. Mais en revanche, j'apprendrai plutôt à dire non. Parfois, il faut savoir dire non. Qu'est-ce que vous aimeriez faire, mais que vous ne faites pas? J'aimerais peut-être parfois dire les 4 vérités à certains. Et encore, je ne suis pas certaine. Je crois que je préfère... quand c'est trop virulent ou que ça me semble trop injuste, etc. Moi, je suis partisane de ne pas avoir de temps à perdre. Donc, je passe mon chemin. Je règle pas mes comptes. Enfin, j'ai pas besoin de régler les comptes. J'avance. Une chose que vous avez faite cette année et dont vous vous souviendrez toute votre vie. J'ai fini ce livre. C'est un livre extrêmement important pour moi parce que je m'y suis lancée seule dans cette enquête dont je savais qu'elle était périlleuse, qui était impactante aussi de façon personnelle. Je savais que c'était une sorte d'Everest à gravir. Je me suis prouvé des choses et j'ai rencontré des gens. Si vous pouviez changer une chose sur votre corps ou bien sur votre personnalité, ce serait quoi? Une chose à changer. Je reviendrai peut-être sur cette façon peut-être d'excuser tout le temps les uns et les autres, même quand ils sont très injustes. Bon, on le tient, le fil avec ce livre. Si je vous parle d'amour, Valérie Benaïm, cela résonne comment? Pour moi, c'est essentiel. L'amour filial, l'amour fraternel, l'amour des copains, l'amour... C'est quelque chose qui guide ma vie. Un peu de love et de tendresse, disait Edith de Pretto. Oui, moi je pense que c'est essentiel. Ça permet de tenir debout quand autour tout tangue. Si vous étiez présidente, quelle serait votre première mesure? Si j'étais présidente... Je crois que il est question en ce moment de mettre ou pas dans la Constitution le droit à l'avortement pour les femmes. Même s'il n'est que symbolique dans la Constitution, je crois que je l'inscrirai. J'ai entendu, je me permets, un certain Israël Nizar, très intéressant, je crois, dans une émission sur Canal+, qui disait « Au-delà de cette Constitution, c'est la manière dont c'est fait le droit des femmes, faciliter justement le fait de pouvoir avorter plus vite ». Quand on en a besoin, parce que parfois, pour certaines femmes plus isolées, ça prend 4-5 semaines. Et parfois, c'est plus forcément possible, alors que les médecins laissent entendre que ça l'est. Ça pourrait être aussi une pierre à l'édifice. Pour terminer, Valérie Benaïm, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous? Que je suis quelqu'un d'entier et de sincère. Merci Valérie Benaïm. Merci à vous. On poursuit cette émission en musique. Vous restez encore avec nous dans un instant. Eh bien, le coup de cœur du jour, notre expert Joseph Agostini pour le portrait. Je pense qu'aujourd'hui, il va se faire plaisir. Tout de suite, une pause également avec le journal de l'info. Restez connectés sur Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins, à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours, à 7h45 sur Radio J. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. On ouvre ce journal sur le nord d'Israël et le Golan où une quarantaine de roquettes ont été tirées par le Hezbollah. Le système de défense aérien israélien a intercepté un missile sol-air lancé par le groupe terroriste vers un drone de Tsahal qui opérait au sud du Liban ce matin. En réponse, l'armée de l'air a mené et mène encore des frappes contre des positions du Hezbollah à l'est et au nord du Liban, notamment à Baalbek, une première depuis la seconde guerre du Liban de 2006. Tsahal a présenté un plan d'évacuation des civils de Rafah à l'exécutif israélien. Cela en vue d'une offensive dans la ville gazaoui. Aucun détail n'a été fourni sur les modalités d'évacuation ni sur les endroits de relocalisation. De nombreux pays, dont les États-Unis, ont mis en garde contre cette offensive à Rafah, où s'entassent, selon les Nations Unies, près d'1,5 million de Palestiniens.
Des nouvelles de l'accord de libération des otages en cours de négociation. Une délégation israélienne est aujourd'hui au Qatar. Il y a probablement matière à avancer vers un accord. Ce sont les propos du conseiller à la sécurité nationale de Binyamin Netanyahou, Tsachi Hanegbi, après une réunion des principaux médiateurs à Paris. Un accord pourrait être signé dans les prochains jours, Pascal Sunshine. Il s'agit cette fois de discussions plus techniques. Après le cadre fixé vendredi lors du sommet de Paris, pour mémoire, on parle toujours de 3 étapes sur la base d'1 jour de trêve par otage libéré et de 10 terroristes relâchés par Israël en échange de chaque otage. Mais tout cela alors que les médiateurs n'ont pas encore la réponse du Hamas, qui théoriquement exige toujours la fin des combats, le retrait de Tsahal de Gaza et le retour de toute la population palestinienne déplacée depuis le début de l'offensive. Israël, de son côté, exige une liste précise et à jour de tous les otages encore en vie. Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. Le Premier ministre palestinien a soumis sa démission à Mahmoud Abbas. Une démission qui doit permettre la formation d'un nouveau gouvernement qui fera consensus parmi les Palestiniens en pleine guerre entre Israël et le Hamas. Une décision qui intervient après la présentation jeudi dernier par le Premier ministre israélien d'un plan pour l'après-guerre à Gaza, plan selon lequel l'autorité palestinienne dans sa forme actuelle ne devrait plus pouvoir diriger Gaza à l'avenir. Alors que l'Ukraine est entrée dans sa 3e année de guerre contre la Russie, samedi, une conférence de soutien à Kiev est organisée à l'Elysée. Une vingtaine de chefs d'État se réuniront à 17h à Paris pour inverser la tendance dans la guerre que la Russie mène à l'Ukraine et pour fournir plus de munitions aux armées ukrainiennes. Pour Jean-Noël Barrot, le ministre de l'Europe, il est clair que la France est en résistance contre la Russie. Alors qu'il est, l'important, c'est de répondre à la demande des Ukrainiens, qui est de pouvoir leur fournir de l'armement. Ce que nous voulons, c'est que cet armement il soit dans toute la mesure du possible européen. Nous voulons relever notre capacité à produire comme nous l'avons fait en matière de munitions. Et en parallèle, eh bien, continuer à sanctionner les intérêts russes. Un 13e paquet de sanctions a été annoncé en fin de semaine dernière, d'éviter leur contournement et d'ainsi asphyxier la Russie de Vladimir Poutine. Jean-Noël Barrot, le ministre de l'Europe, ce matin au micro de Sud Radio. La ministre de l'Éducation nationale va fermer un collège privé musulman niçois en raison de son financement opaque. Malgré plusieurs relances pour obtenir des clarifications, le collège Avicenne n'était pas au clair sur ses sources de financement, a jugé Nicole Belloubet. La fermeture du collège, situé dans le quartier sensible de l'Ariane, devrait intervenir à la rentrée prochaine pour laisser le temps aux élèves d'être replacés. Enfin, après Lille et Lyon, Nantes n'accueillera pas non plus le rappeur polémique Freeze Corleone. Les productions musicales de cet artiste sont connues pour ses références antisémites et haineuses contre la communauté juive, a justifié la préfecture de Loire-Atlantique. Un premier concert prévu dans cette salle avait déjà été interdit le 24 novembre dernier. Et merci beaucoup Ethanit Belaïch, on vous retrouve demain à partir de 14h. En attendant, c'est la suite de notre émission, juste après une petite pause avec mes invités sur Radio J. Vous écoutez Radio J. Radio J. Montez le son. Vous écoutez Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Merci de nous rejoindre sur l'antenne de Radio J. Si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, merci pour votre fidélité avec notre invitée aujourd'hui, Valérie Benaïm, pour son livre « Il n'est pas celui que vous croyez ». Ces femmes amoureuses, tueurs en série aux éditions Fayard. Et tout de suite, on découvre le coup de cœur Radio J ensemble. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Laurent Conquis.
Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui, mon invité coup de cœur. Ça fait bien longtemps que je vous suis, que l'on se suit, je suppose, au départ parce que je guettais votre art et on va y venir doucement mais sûrement. Vous êtes un artiste en tout cas engagé, autodidacte et vous nous proposez aujourd'hui de découvrir quelque chose de très original, une collection qui s'intitule Les violons de l'espoir, une collection de violons restaurés qui ont survécu à l'Holocauste. Dites-nous tout. Oui, voilà, j'ai eu la chance d'assister à un concert en novembre 2022 où il y avait 8 violons qui avaient été rescapés de la Shoah et restaurés par un luthier à Tel Aviv qui s'appelle Amnon Weinstein. Chaque violon a une histoire propre. L'histoire de ces violons, bien sûr, c'est l'histoire de la Shoah. C'est les ghettos, c'est les rafles, c'est les trains, c'est les camps, c'est les fours crématoires. Il y a des violons qui ont été retrouvés avec encore de la cendre, et c'est de la cendre humaine à l'intérieur, qui sont vraiment chargés d'histoire. Et j'ai voulu rendre hommage à ce travail, rendre hommage à ces violons, et à ma façon, exprimer ma version de la Shoah, ce qui était très difficile à faire. Alors aujourd'hui, vous avez ramené un violon que vous avez transformé. Je peux vous demander de le montrer à la caméra si vous voulez bien. Voilà, donc on est sur une toile, donc il y a une sorte de peinture de fond. Vous avez fait une sorte de collage avec ce violon et tout autour des barbelés. Oui. Et j'aimerais que vous nous expliquiez ce parti pris. Alors, les barbelés, c'est une symbolique très forte. Ça rappelle les camps à tout le monde. À chaque fois que je monte ce tableau, tout le monde me dit mais ça c'est les camps. Alors effectivement c'est les camps, c'est la Shoah, mais avec le violon et la musique, c'est aussi les amoureux de la musique qui ont été assassinés au Festival Nova le 7 octobre. Voilà, donc c'est beaucoup plus large que la Shoah finalement. Compliqué pour moi de réagir. En effet, il y a beaucoup de choses qui se dégagent de ce violon. Est-ce que vous connaissez l'histoire de ce violon précis que vous avez dans les mains? Ça, ce n'est pas un violon de la Shoah, c'est un autre violon, hommage au violon de la Shoah. Ce violon-là, c'est un violon que l'on trouve dans le commerce et que j'ai entouré de barbelés pour lui donner une signification autre. Les violons de la Shoah, vous les avez en votre possession? Vous les avez entendus lors de ce concert? Racontez-nous. Alors, je n'ai pas les violons de la Shoah en ma possession. Le concert, c'est une initiative d'une association qui s'appelle Esperanza, de Francis Ruggiero, qui a organisé ces concerts en France, en Allemagne et aux États-Unis. Et en tout cas, vous, cela vous a inspiré, ces œuvres-là. Vous en avez combien en votre possession? Alors, des violons, ce que j'appelle des violons de l'espoir, moi, au jour d'aujourd'hui, j'en ai fait 8, mais je ne compte pas m'arrêter là. Où est-ce qu'on peut se les procurer potentiellement? Ou en tout cas, les regarder si vous les exposez? À vous nous dire si vous les vendez ou si vous les exposez. Alors, je les donne pour l'instant à des associations. Alors, je les donne à l'association, ou à un fonds plus exactement, de reconstruction pour les kibbutzim qui s'appelle I Have No Other Land, qui est sur Instagram. Et j'en ai aussi donné un à l'association Leftov. Leftov. Est-ce qu'on peut venir voir une exposition de ces violons-là? Oui, à mon atelier au 38 bis rue Madeleine Michelis à Neuilly-sur-Seine. Qui s'intitule Neuilly Pop Art. Voilà. En parallèle de cette collection, Laurent Conqui, vous avez une patte artistique bien particulière. Vous avez commencé, je crois, dans les années 2000, début 2000. Un petit peu plus tard. 2006. 2005-2006. Voilà, 2005-2006. Et à la base, un tout autre parcours professionnel. Ah, rien à voir. Racontez-nous. C'est beaucoup moins glamour. J'étais expert comptable et commissaire aux comptes pendant une quinzaine d'années. Et donc vous avez décidé de tout arrêter pour vous consacrer, après 15 ans en cabinet d'audit, vous êtes consacré à l'art plastique. Oui. Et quel est votre style? C'est le pop art. D'accord. C'est la société de consommation, c'est les femmes, c'est la musique. C'est des œuvres maintenant qui sont en 3D.
c'est-à-dire qui sont inclus avec de la résine sur les toiles. C'est ça, vous collez des photographies iconiques de personnalités du cinéma notamment, politiques ou encore de la pub sur plusieurs éléments, on peut dire ça comme ça, que ce soit sur une portière, des capots de voiture, des surfs. Et puis vous figez dans la résine de polyuréthane des objets de la société de consommation, comme vous dites, des pièces détachées, de véhicules de collection, de vélib démembrés sur des toiles ou encore du bois. On peut dire que c'est votre univers. Encore une fois, vous avez exposé un petit peu partout ces œuvres-là, je crois savoir. Oui, j'ai fait plusieurs expositions. J'ai fait au Paris Country Club, j'ai fait à la Maison des Jeunes et de la Culture, j'ai fait dans une galerie, la Galerie Sentiment à Paris. J'ai fait au Centre culturel L'Escale, où j'ai initié un travail avec les enfants, puisqu'ils venaient avec leur classe découvrir mes œuvres et poser des questions, ce qui était très intéressant et ce que je souhaite faire aussi avec les violons de l'espoir. C'est ça, et vous comptez également développer plusieurs autres instruments que les violons, je crois savoir. Alors j'ai commencé par d'autres instruments, oui, effectivement, le saxophone, la guitare, le violoncelle, les touches de piano. C'est aussi un hommage pédagogique. Ce que vous venez de nous dire, c'est qu'il y a les écoles, il y a cette volonté-là au cœur de votre vision finalement artistique. Complètement, oui. Je veux transmettre, enfin c'est un bien grand mot, je veux initier les enfants à la musique et les sensibiliser à la Shoah. Est-ce que vous pensez à organiser des événements autour de cela avec les enfants? Je perds mon mot pour dire des tables rondes, quelque chose comme ça? Alors, c'est pas des tables rondes, mais effectivement, il y a un parcours pédagogique au Centre culturel L'Escale à Levallois. Vous avez un parcours initiatique, vous initiez des ateliers. Merci beaucoup, Valérie. Oui, c'est une sorte d'atelier, puisque les enfants viennent avec un petit livret et posent des questions et remplissent des questionnaires. Mais est-ce que vous pouvez les initier à l'art avec vous? Est-ce que c'est une volonté, ça? Ou une idée, en tout cas. Moi, je suis autodidacte. Personne ne m'a initié à l'art. Raison de plus. Oui, mais j'aurais du mal à leur apprendre autre chose que ma technique, qui est quand même relativement simple. Laurent Conquis, pour venir vous voir, comment on fait? Dites-nous tout. Alors, on vient au 38 bis rue Madeleine-Michelis, à Neuilly-sur-Seine. On peut se rendre sur mon site internet conquis.com. Ça s'écrit KONQUI.com. Et il y aura prochainement une exposition au CEJ. C'est ça. Et à la Galerie Saphir également, c'est prévu. À Paris, il y aura une vente caritative, je crois savoir, pour l'association Tzedek d'Olivier Granilly, qu'on embrasse bien fort, puisqu'il est avec nous sur la matinale. Oui, 6h-9h d'Ilana Ferradian. Et puis les dates seront communiquées sur Facebook ou sur le site, sur votre site, conquis.com. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Laurent Conquis, sur Radio J. Merci à vous. Merci, avec plaisir. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Comme toujours à la fin de cette émission, Valérie Benaïm, j'ai Joseph Agostini à côté de moi, dont je crois il a passé un très bon moment parce qu'il y a un sujet de prédilection, je suppose, oui, clairement. Et je vais l'aborder un peu plus tard. Dans le portrait, alors vous avez tout votre temps. Bonjour Joseph. Bon, bonjour Valérie. Bonjour. Je suis ravi de vous voir. Ça me fait toujours plaisir. Plaisir partagé. Bon, alors j'ai noté les 3 mots. Ah. Eh oui, les 3 mots clés. Ah, je me disais bien qu'il y avait quelque chose après. Alors, joyeux, empathique, optimiste, et je rajouterais entière et sincère, puisque vous l'avez dit à la fin de l'émission. Je l'espère. Le début et la fin étaient d'une extrême cohérence, quand même, en matière de mots-clés. Et ça sonne vrai. Alors, c'est vrai, chez certains, ça ferait gnangnan, et chez vous, ça fait vrai. Il y a quelque chose, je dirais, d'engagé dans l'empathie et l'optimisme qui fait toute la différence. Parce que c'est vrai, combien de fois on entend des gens qui nous disent ces mots-là, hein, ce sont un peu des mots valises, mais pas avec la même... C'est un peu comme s'ils le disaient sans les vivre. Et c'est là toute la différence. Alors, peut-être, je me suis creusé la tête en 1h30, j'ai bien réfléchi, peut-être parce qu'il y a une passion
pour l'histoire derrière. L'histoire avec un grand H. Et peut-être parce que cette enfance espagnole avec Prosper et Carmen a été franchement heureuse et pas qu'à moitié. Et les deux combinés, c'est-à-dire vraiment s'intéresser aux choses, pas déconner avec ça, quoi. C'est-à-dire vraiment s'intéresser à l'histoire, la prendre à bras-le-corps dans des études, dans des discussions. Plus cette enfance stable, régulatrice, ses bases extrêmement solides, ça donne une véritable empathie. Je prends. C'est vrai ou pas? Je prends complètement. Alors, vous avez dit une phrase qui est très jolie, là encore. Vous allez partout où on vous tend un micro. C'est vrai que c'est une phrase qui peut faire peur, parce qu'on peut se dire, mais en fait, elle va partout, elle bouffe à tous les râteliers, vous savez, la fameuse expression. Mais là encore, pas vraiment. Parce que s'il y a vraiment de la sincérité et de l'empathie, et si vous allez partout, vous devenez très intéressante pour le micro. Alors Valérie, c'est un plaisir, car vous êtes de celles qui ne s'épargnent pas. Vous êtes une vraie kiffeuse en série. Ça s'est vraiment senti et je trouve que quand vous riez, alors évidemment on vous voit régulièrement à TPMP chez Cyril Hanouna et à chaque fois je dois vous faire une confidence, j'adore quand vous prenez un air grave à la télévision alors que tous les autres rigolent, parce qu'il y a chez vous une manière toute singulière de vous faire sérieuse et confraternelle avec les invités quand ils inspirent l'ironie de vos confrères. Ça, vous le faites souvent. Ça peut m'arriver, oui. Et je dirais que c'est ce sérieux empathique qui vous a fait écrire plusieurs livres dans votre carrière, au fond. Parce que, notamment le dernier, donc il n'est pas celui que vous croyez chez Fayard. Alors, on va en venir à ce fameux point commun, vous avez raison. Parce que moi, je suis moi-même l'auteur de Tueurs en série sur le divan, qui m'a valu de faire plusieurs émissions de télévision, notamment avec Mouloud Achour sur Canal+. Et on m'a posé un peu les mêmes questions, parce que c'est vrai que la question... On est suspect. Et voilà, la question c'est pourquoi ça nous intéresse, Joseph? Et vous avez répondu la même chose. C'est-à-dire, en gros, finalement, c'est vrai, je crois qu'il faut l'assumer. Ça convoque nécessairement une fascination pour l'étrange, le bizarre. Mais l'important, c'est faire en sorte de se défasciner pour approcher l'horreur. Parce que sinon, on n'a rien compris. Si on reste fasciné comme un lapin dans les phares, exactement, alors non. Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Oui, mais alors, qu'est-ce que vous pouvez dire encore un petit peu? Moi, j'aimerais vous entendre au sujet de cette fascination, parce qu'au fond, elle est là. Oui, bien sûr qu'elle est là, mais je pense qu'on est fasciné comme les enfants sont fascinés quand on leur raconte des contes. Les contes de Grimm, qu'est-ce que c'est si ce n'est ça? C'est-à-dire raconter la société à travers un fantasme qui fait peur, mais le loup-garou, la petite fille qui se fait dévorer, etc., c'est quoi? C'est le fait divers moderne. Ouais. Donc voilà. Et c'est Freud qui disait que la névrose n'était que le négatif de la perversion. Exactement. Donc nous, en tant que névrosés, avec notre bonne petite culpabilité pour pas faire du mal aux autres et sans vouloir, quand on a fait du mal, mon Dieu, ne pas pouvoir dormir, en fait, on est exactement l'envers du pervers qui, lui, alors, s'en fiche royalement. Et peut vraiment nous faire du mal avec raffinement, avec délectation, sans aucune culpabilité, puisqu'il s'estime plus important que nous. Donc c'est pour ça que ça nous fascine, en quelque sorte. Alors moi, je dirais que votre curiosité intellectuelle, Valérie Benaïm, ne recule pas devant l'horreur. Et justement, une vraie curiosité intellectuelle peut pas reculer devant ça. Parce qu'au fond, à part le sexe et la mort, je vois pas ce qui nous intéresse vraiment dans la vie. En psychanalyste, je suis bien placé. Absolument. Et c'est vrai que quand on n'y va pas, on s'intéresse pas vraiment aux choses et aux êtres. Oui, moi je crois qu'il faut effectivement aller se frotter à ce qui nous fait peur, ce qui nous angoisse, ce qui nous titille, et ce parfois qu'on a envie de mettre à distance, mais qu'en fait on cache sous le tapis. On cache sous le tapis de la vie, on cache sous le tapis aussi de notre personnalité, toujours en demi-teinte, toujours sous le sceau du refoulement. Heureusement, je vais donner un cours de psychanalyse. On peut y aller, allez-y. Et du coup, c'est vrai que forcément, heureusement qu'il y a de l'ambivalence et heureusement qu'on ne cède pas aux sirènes du mal. Bien sûr. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que ces pervers-là et ces tueurs en série ont cédé à leur sirène. Peut-être parce qu'ils n'avaient pas de Carmen et de Prosper avec eux. Mais souvent c'est le cas. Vous avez dit d'ailleurs quelque chose de très juste au sujet des enfants battus. Tous les enfants battus ne deviennent pas des parents violents. En revanche, tous les parents violents sont des enfants battus. Mais oui, et Daniel Zaguri, que j'interviewe dans le livre, psychiatre éminent, qui a expertisé nombre de criminels, me dit: quid de ces mamans de criminels
je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de bisous avant de dormir. Oui. La tendresse, c'est le meilleur pare-feu, finalement, au mal. Hein. Dès qu'il y a des bisous, dès qu'il y a de la caresse, dès qu'il y a moins de sexuel, c'est moins brûlant, quoi. Et en quelque sorte, ces gens-là ont été brûlés par la pulsion. Hein, la plupart du temps, je me souviens par exemple de l'expert psychologue qui avait, Jean-Luc Poirier, qui avait expertisé Michel Fourniret, qui me disait, mais Michel Fourniret, il fréquente la souffrance humaine dans les yeux de ses victimes parce qu'il ne sait pas ce que ça veut dire au fond lui, parce qu'il va au-delà de la souffrance. Il a été incesté par sa mère. Comment on peut finalement vivre quand notre mère a voulu coucher avec nous? C'est-à-dire que tout de suite, il est au parfum, quoi. En quelque sorte, il est pas dans la vie. Et c'est intéressant ce que vous dites parce qu'à la fois ça explique sans excuser. Ah ben ça non. c'est intéressant. Absolument, parce que en fait, ce qu'il demande, c'est la prison à vie, parce qu'il peut pas vivre. Tout simplement, il peut pas vivre en société. Hein. C'est ça qui est effectivement manifeste. Mais Nordal Lelandais, c'est vraiment cette question-là. Hein. Je trouve qu'Elisabeth, finalement, vous avez mis en évidence tout à l'heure, vous avez dit ce désir féminin, hein, finalement. Et j'ai entendu comme un désir féminin structural, universel, archétypal. Cette manière, nous avez-vous dit que les femmes ont souvent de danser au bord du précipice, à aller peut-être, alors ça je finis la phrase, vous allez me dire si vous êtes d'accord, danser au bord du précipice, à aller peut-être se laisser piéger par ce masculin ravageant et ravageur, et dans le meilleur des cas, comme dans l'exemple d'Elisabeth, de hurler à la face du monde qu'on doit faire les choses autrement, au bout du compte. Moi je suis d'accord avec vous, complètement. Oui, c'est vraiment ça. Oui, c'est aller chercher le danger, flirter avec le danger, tout en se disant que si on tombe, on doit venir vous tendre la main. Oui, c'est ça. Donc il y a vraiment quelque chose. Mais vous ne serez jamais ce genre de femme, Valérie Benaïm. J'ai l'impression que c'est le contre-pied exact, le contrepoint exact de qui vous êtes dans la vie. Mais c'est ce qui m'intéresse justement. Ah oui. Parce que si on n'est qu'avec ceux avec qui on est semblable à 100%, ça n'a pas d'intérêt. Il faut aller se frotter à l'altérité, à quelqu'un qui n'est pas vous. En tout cas, j'espère vous voir bientôt à Radio J et pas en prison. Merci beaucoup. C'est gentil à vous, merci. Merci beaucoup, Joseph Agostini. Un portrait particulier, dirons-nous aujourd'hui. Absolument. Merci, Joseph. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Quelques questions que nous n'avons pas eu le temps d'évoquer, Valérie Benaïm, pour terminer, puisque vous officiez depuis près de 12 ans sur TPMP, sur C8 ou encore à la présentation de nombreux formats. On vous a vu récemment sur I24 News, I24, dans une émission culturelle, Le goût des autres. Aujourd'hui, vous officiez sur MyCanal avec une émission littéraire qui s'intitule Droit d'auteur, en compagnie de nombreuses personnalités. Un petit mot sur cette émission. À Droit d'auteur, c'est un autre de mes bébés et vraiment j'aime cette émission. Je l'ai conçue, je l'ai proposée à MyCanal, je l'écris de A à Z. Mon amour pour la littérature, je crois que je l'ai déjà suffisamment crié, mais voilà, c'est un rêve. Je me permet de me balader avec un invité pendant 1 heure, 1 heure et demie, comme vous le faites. Cette fois-ci, on le fait en extérieur. On essaie de se promener dans des endroits qui font sens. J'aime bien quand ça fait sens, que c'est pas juste un décor pour un décor. Et on revient à la genèse de l'histoire, parce que je crois, évidemment, comme on vient de le voir, que tout vient aussi de l'enfance. Et d'essayer de comprendre pourquoi un auteur devient un auteur et pourquoi il devient cet auteur-là. Et ensuite, on parcourt toute son œuvre littéraire jusqu'à son dernier roman ou son dernier livre. Et on a pu vous voir avec David Fuenquinos ou encore Éric Emmanuel Schmitt. Je crois que c'était sur La Calas, son dernier livre. La Rivale s'appelle. Voilà, La Rivale, pour lequel nous l'avons également reçu cet été. Puisque l'on parle de culture et de Canal, je me permets d'être un petit peu dans l'actualité chaude d'hier, si je puis me permettre, en tout cas de ce week-end. Votre avant-dernier livre parlait de Jean-Pierre Bacry, qui nous a quittés aujourd'hui. C'est davantage de sa femme, Agnès Jaoui, dont on parle avec cette embrassade entre elle et Jamel Debbouze à la cérémonie des Césars. Voilà un moment un peu hors du temps, dont on avait vraiment besoin. Lui qui dit « Une personne que j'aime profondément » en déclarant une flamme de l'amitié. Il dit qu'elle défend toujours les plus faibles. Elle tord la gueule à la condescendance et au mépris. Et il termine, Jamel Debbouze, en disant « On a tous un air de sa famille ». Je vais me permettre de me faire l'avocat du diable, même si je n'aime pas trop ça dans cette émission. Où était Agnès Jaoui le 7 octobre alors que toute sa famille a été décimée? Et comment peut-on avoir ces mots-là alors que nous sommes dans l'attente d'un mot?
Écoutez, moi, j'ai du mal à me prononcer parce que je ne sais pas ce qu'elle vit personnellement, intrinsèquement, intérieurement. Il m'a semblé l'avoir vue sur un plateau de télé relativement bouleversée, raconter son histoire intime, mais avec énormément de distance et de pudeur. Et moi, je respecte cette pudeur-là. Parfois, les gens ont des mots, parfois, des gens n'ont pas de mots, parce que c'est trop douloureux et que les mots ne leur semblent pas soit à leur portée parce qu'ils sont trop émus, soit parce qu'ils ne disent pas suffisamment ce qu'ils vivent. En fait, ils n'ont pas cette puissance pour relater ce qu'ils vivent. Donc, j'irai pas juger Agnès Jaoui là-dessus. Et j'aurais simplement, encore une fois, de l'empathie pour elle parce que, comme nous tous, elle a vécu un traumatisme absolu ce 7 octobre. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. On a parlé de pogrom. Voilà. Le mot a un sens, et un sens d'une force, d'une puissance terrible. On vous a vu réagir à plusieurs reprises sur le sujet, Valérie Benaïm. Si vous voulez éventuellement dire un mot sur Radio J, le micro bien sûr vous est tendu. Mais aussi réagir encore une fois sur la cérémonie des Césars qui se veut très souvent politique, bien sûr, avec toutes ces femmes qui parlent des violences conjugales et dont le combat est essentiel évidemment. Mais encore une fois, pas un mot sur les femmes du 7 octobre. C'est terrible. Moi j'étais devant ma télé hier soir et au-delà de la rage que ça peut provoquer, etc. Moi, c'est de la peine. C'est de la peine parce que je m'interroge. Ce qui a été dit était très beau. Et qui veut la guerre? Qui veut qu'il y ait des bombardements? Personne. Mais dans le même temps, j'ai entendu ce qu'on a dit et j'adhère à ce qu'on a dit. Mais j'ai aussi entendu ce qu'on n'a pas dit. Et c'est ce qu'on n'a pas dit qui me heurte. C'est ce qu'on n'a pas dit qui m'a fait de la peine. C'est ce qu'on n'a pas dit qui me fait... être dans un désarroi total parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on ne dise pas, je ne comprends pas l'absence de mots, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas dire dans une même phrase les deux douleurs. Et c'est exactement ce qu'a dit Laurie Choleva, qui est très active. J'adore Laurie. Voilà, qu'on aime énormément, qui est très active, notamment sur Canal et à la cérémonie des Césars, qui a dit « Tout ce qui a été dit au César me touche, mais tout ce qui n'a pas été dit me bouleverse. # libérer les otages ». Voilà, je ne peux que souscrire à ce qu'a dit Laurie, que j'embrasse fort et que j'aime avec beaucoup de tendresse. Elle dit ce que je dis aussi. Ce silence est une blessure supplémentaire. Merci Valérie Benaïm. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée aujourd'hui sur l'antenne de Radio J pour parler de votre ouvrage que je recommande chaudement, Valérie Benaïm. Il n'est pas celui que vous croyez, ces femmes amoureuses de tueurs en série, sorti aux éditions Fayard. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous Cyrielle, comme toujours, c'est un bonheur. Partagé. Merci à l'artiste Laurent Conquis d'avoir été mon coup de cœur du jour sur l'antenne de Radio J. Merci Cyrielle. Merci beaucoup à la réalisation audio et vidéo Benjamin Arnaud. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et rendez-vous demain dès 15h avec l'actrice Véronique Jeannot que vous pouvez voir au théâtre dans la pièce Un atelier pour deux au théâtre de Passy. On en parle longuement demain. À demain, belle journée à tous sur Radio J. Hope your dinner catch a ting. Hope you'll find the right man.